Bonjour Monsieur Ploncardassac. Bonjour Diane, heureux de vous revoir. Également. Après ces mois d'absence, je sais que vous êtes très occupés, mais vous ne me manquiez. Oui, mais je sais d'allier les... Bonjour Blandine. Bonjour Monsieur Ploncardassac. Merci de... En fait, heureusement qu'il y a les femmes, parce que les hommes aujourd'hui ne sont pas en rendez-vous. Alors, nous allons commencer nos questions d'entretien. Que pensez-vous de l'émission politique sur France 2 le 27 septembre dernier entre Laurent Wauquiez et Édouard Philippe? Bon, alors je ne peux pas en parler carrément parce que je n'ai pas pu l'écouter le soir même, parce que j'avais autre chose à faire. Et je comptais pouvoir la réentendre le lendemain. Et là, chose très curieuse, le lendemain, quand je me suis branché sur France 2 pour l'entendre, l'émission était bien là, mais elle était au son minimum. Si bien qu'on ne comprenait pas du tout ce que les deux intervenants disaient et se répondaient l'un à l'autre. J'ai réessayé d'autres jours après. L'émission n'était plus là. Elle était remplacée par des commentaires, des fragments d'émissions. Alors je mets ça tout de même sous toute réserve. Je ne pense pas que ça vienne de mon ordinateur qui est tout neuf. Je pense que c'est carrément un sabotage de l'entretien. Parce que Wauquiez d'après quelques commentaires qui sont passés, Wauquiez a enfoncé Édouard Philippe dans ses réponses. Et alors surtout, une chose qu'il faut remarquer, c'est qu'une fois de plus, Wauquiez a bien marqué qu'il était pour l'Europe des nations. Donc en fait, il apparaît, pour tous les opposants qui existaient déjà contre Fillon, Wauquiez apparaît comme plus à droite que Fillon. En fait, ce que toute la bande... des libéraux, francs-maçons, etc., qui a encore aux Républicains, les Pécresse, les Raffarin, les Solaire, enfin tous ces gens-là, et reprochent fondamentalement à Wauquiez la droitisation des Républicains. Et nous, ça fait nos affaires. C'est exactement ce que je voulais faire déjà avec Fillon. Voilà, pour répondre à cela. Alors, on a reçu une question d'un de vos auditeurs qui dit, voilà, je cite, « Je suis en train de lire de la gnose à l'œcuménisme de Couvert. En page 183, il évoque les atermoiements des anglicans vis-à-vis de Rome dans des termes très critiques. Alors, la même critique ne s'applique-t-elle pas à la position quasi ralliériste qui dominait jusqu'alors à la tête de la fraternité Saint-Pédis? Je vous pose la question car il me semble que vous êtes davantage pour un rapprochement avec Rome que pour une séparation franche voulue par les ex-doyens. Si je comprends mal votre pensée, davantage politique que religieuse, j'en suis conscient, pourriez-vous soit l'éclaircir, soit me dire où vous l'avez déjà fait? Mon but est tout aussi politique que le vôtre, mais j'aimerais comprendre si vous vous séparez de Couvert dans ce type de débat ou si vous pensez que le débat se situe à un autre niveau pour ce qui est de la fraternité Saint-Pédis. Voilà, fin de citation. Oui, c'est une question qui nous a été envoyée par un de nos correspondants qui est intéressante. Alors, bon, je me suis opposé depuis un certain temps, j'ai même d'ailleurs écrit un livre à ce sujet-là qui s'appelle « Tradition-Révolution », qui tendait à mettre en garde l'évolution de la fraternité Saint-Pédis, pas simplement sur le problème rapprochement ou pas rapprochement avec Rome, mais surtout sur les infiltrations gnostiques qu'il y avait à l'intérieur. Alors je ne sais pas quel est le lien qu'il peut y avoir entre cette influence et l'attitude, l'évolution de la fraternité par rapport à Rome. Ma position n'a pas changé. Je ne veux pas, presque à titre personnel, mais je ne souhaite pas que les catholiques de tradition se séparent de Rome. Ce qui ne veut pas dire le ralliement sans condition. Il faut rester dans l'Église, ne pas l'abandonner à nos ennemis, discuter pied à pied jusqu'au moment où on obtient ce que l'on veut. Et cette démarche, c'est celle que les modernistes avaient faite quand ils se sont fait fendre l'oreille par Pie IX et Pie X. Au lieu de claquer la porte en disant « ils nous emmerdent ces deux papes-là », il y a encore le mot de François Mauriac parlant c'était de Pie IX je crois, disant « ce pape n'est pas de ma paroisse ». N'empêche qu'ils sont restés dans la structure, ils ont travaillé à l'intérieur de la structure pour en modifier la ligne.
ils sont arrivés au pouvoir, résultat Vatican II. Donc ma position est très simple, on discute avec Rome, mais on ne cède pas sur les principes. Point. Et je ne vois pas en quoi je me séparerai d'Étienne Couvert, dont j'apprécie d'ailleurs énormément les travaux sur la gnose. Question suivante. Que pensez-vous de la déclaration de Richard Ferrand, juste élu au perchoir de l'Assemblée nationale? Donc sa citation: « Je pense que le débat va permettre aux gens de droite de s'apercevoir qu'il y a deux manières d'être de droite. L'une est fréquentable, l'autre est dingue. » Ben, je trouve ça d'une élégance remarquable, parce que d'abord, qu'est-ce que la droite? Qu'est-ce que la droite déjà? Il serait intéressant de définir pour commencer. Et donc, l'une fréquentable, celle de Macron avec ses noirs dans les bras? C'est ça la droite fréquentable? Ah, parce que vous appelez ça la droite, Macron? Non, mais c'est lui qui est, c'est Richard Ferrand. En plus de ça, Richard Ferrand, qui est tout de même poursuivi en justice pour ses magouilles avec la Mutuelle du Mans, il pourrait mettre une sourdine, hein. Franchement. Alors, et voilà le personnage. Alors, l'insolence de l'individu. Et la droite non fréquentable? Ben oui, c'est la droite de Wauquiez, celle que nous appuyons parce que nous trouvons que l'évolution est intéressante et qu'il faut la pousser encore plus loin. Non, mais c'est ça qui les rend malades. C'est cette évolution. Ils sentent. Le monde politique se droitise à toute vitesse en Europe. Ah, quand on voit la réaction, regardez en Hongrie, regardez en Italie, plus ce qui se passe, la réaction de Poutine au fur et à mesure, très prudemment, étape par étape. L'Allemagne également. L'Allemagne aussi, l'Autriche aussi en partie, bien que le nouveau chancelier, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Tout ça, il y a un ras-le-bol qui est en train d'émerger de la part des populations européennes. Et ça les rend malades, ces gens-là, à la Richard Ferrand, à la Macron, et ceux qui sont derrière. Donc vraiment, ce Richard Ferrand est un infect personnage qui est d'une insolence inouïe. C'est un mal élevé, il n'y a pas d'autre terme. Et on peut lui retourner le compliment. Et sa droite n'est pas fréquentable, surtout quand on voit les galipettes de Macron avec tous ces noirs plus ou moins homosexuels. Ils peuvent se les garder. Hein. Je vais hésiter d'être vulgaire. Alors en parlant de noirs, vous aurez vu la déclaration inouïe du rappeur anti-blanc Nick Conrad qui appelle à pendre les blancs. Dans le texte de cette chanson, on peut lire « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs. Attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartez-les pour passer le temps. Quant au refrain, il reprend « Pendez-les tous, pendez les blancs ». Voilà le genre de propos délicats, anti-blanc, du rappeur en vogue, Nick Conrad. Et alors le plus intéressant, c'est l'absence de réaction du pouvoir public. Voilà, Puisqu'on a commencé, moi j'ai vu les commentaires dans les médias, oui, mais il a voulu attirer l'attention sur le racisme. Le racisme, je regrette beaucoup, les plus racistes, c'est ces bandes d'énergumènes qui sont choyés par l'Élysée. Donc voilà, mais c'est voilà. Donc en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, la racaille a droit de citer en France. Elle est au pouvoir. Au détriment des Français de souche. Ça c'est vrai. Mais c'est bien sûr que c'est vrai. Non mais bien sûr, mais c'est voulu... mais bien entendu. C'est la courroie de transmission, le bras armé on va dire. Bien entendu. Et je rappelez-vous que j'évoque régulièrement que la Révolution s'est faite avec la racaille des bas-fonds de Paris. Ouais. La République est issue de cela, donc ils se sentent compatibles. Ça c'est vrai que c'est pas le peuple qui dit quoi que ce soit. C'est pas que je sois pour les bourgeois du 16e ou d'ailleurs, mais là, vraiment, ça dépasse les bornes. Donc retournons à une question d'ordre religieuse. Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, vient de faire une excellente déclaration dans Famille chrétienne à propos de la PMA. Pouvez-vous revenir sur ce qui l'a motivé? Oui, eh bien, j'ai franchement apprécié parce que ça change par rapport à Monseigneur 23. Alors, rappelons que Monseigneur Aupetit avait déjà participé à la Manif pour tous. Et en fait, il a réagi à plusieurs choses. Il a réagi d'une part à la proposition de loi de Laurence Rossignol qui voudrait supprimer la clause de conscience pour les médecins qui ne voudraient pas faire d'avortement.
Et Monseigneur Aupetit donc réagissait contre cette Laurence Rossignol, drôle de rossignol, drôle d'oiseau, et il réagissait aussi, c'est aussi important, même peut-être plus, sur la réprobation de l'ordre des médecins contre le docteur Bertrand Rochambeau, qui disait que avorter, c'était tuer. Et il est bien placé pour le dire, puisqu'il a été avorteur lui-même. Donc voilà, alors bien entendu, ça a été le veille de bouclier, non seulement de l'ordre des médecins, ça ne m'étonne pas du tout, parce que je sais que l'ordre des médecins est aux ordres du pouvoir et très franchement maçonnisé. Ça a provoqué la réaction du planning familial, donc, bien entendu de notre cher ministre de la Santé, Agnès Buzyn, juive, qui impose les vaccins pour les petits Français, alors que ça ne l'est pas obligatoire en Israël, j'insiste encore là-dessus, et bien entendu, l'inoubliable, incontournable Marlène Schiappa, auteur de livres porno, il faut le savoir. Ouais, exact. Donc voilà, je pense pas, qu'est-ce qu'il y avait encore là-dessus? Ah oui, j'ai pris ça parce que ce sera pour le prochain numéro de la politique, et une déclaration de Monseigneur Aupetit très intéressante. Il dit « Je crois vraiment que tout État qui touche à la liberté de conscience s'appelle une dictature. » Tout de même, quelque peu mieux que Monseigneur 23 et un certain François. Alors j'ai une autre question. Michel Onfray a appris, sans formation, sans que la direction de la radio ait seulement eu la délicatesse et la courtoisie de l'appeler directement, que France Culture cesserait désormais de diffuser les cours qu'il donnait à l'université de Caen. Alors justement, votre réaction sur Michel Onfray? C'est beau la démocratie. Alors Michel Onfray, c'est un cas. C'est un cas intéressant. Je pense que c'est un homme honnête finalement, qui vient de gauche et même d'extrême gauche. Il est encore. Et qu'il est même encore, donc on ne peut pas applaudir, tout va, mais ça montre que dans ce régime d'aujourd'hui, de Emmanuel Macron, un homme qui commence à entrevoir un peu la vérité et qui sort des lignes tracées, eh bien, tu dégages. Mais là, quelles ont été ces dernières déclarations? Eh bien, je ne sais pas, je ne les ai pas vues. Je ne les ai pas vues, mais à mon avis, il a dit quelque chose qui n'a pas dû convenir. Il est sorti des lignes. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, je pense que ça va le faire évoluer encore plus. Espérons. Alors, le site internet Blanche Europe signale que le site Russia Insider veut mettre en lumière l'aspect nocif de l'intelligentsia juive et commente. Attendez seulement que M. Baumann, propriétaire et rédacteur en chef de Russia Insider, voit ce que produiront nos efforts avec la génération Zyklon. Ce n'est qu'alors qu'il sera vraiment impressionné. Diable, le monde entier le saura. Nous ne faisons que commencer. Des légions de jeunes hommes blancs prêts à déchaîner le plus grand pogrom que le monde a jamais vu, lisent le Daily Stormer, là, maintenant. Qu'est-ce que cette déclaration vous inspire? Des jeunes mâles blancs prêts à faire des pogroms. Je suis partagé entre deux réactions. Ou bien c'est une... je ne vais pas dire de gros mots quand même, une bêtise monumentale, vous voyez ce que je veux dire, ou bien c'est de la provocation. Parce que, nous les blancs, un grand pogrom, etc. Alors il va y avoir toute une bande de crétins qui vont dire bravo, qui vont s'inscrire, ah oui, c'est bien ce truc-là, on y va. Ils vont se faire griller. Ils vont se faire griller. C'est pas comme ça qu'il faut travailler, il faut travailler comme je le fais calmement, depuis des années en dénonçant nos ennemis par leurs propres textes. Point. Pas de menace. Les gens intelligents comprendront et ils agiront, c'est encore à voir, en fonction de leur indignation.
Ils sont capables d'indignation encore. Alors, toujours sur une question juive, mais un petit peu différente. Que pensez-vous de l'hommage fait à Caroline Fourest, célébré par l'ambassade d'Israël? Ben, elle est compatible, quoi. Elle est compatible. En fait, c'est Israël qui a célébré Caroline Fourest, qui a fait un Ben, hommage. c'est-à-dire qu'elle s'est associée à un hommage pour une rescapée de la Shoah et une militante ultrationniste. Et donc elle était là, bien entendu, elle communiait. Et ben, ça n'a rien de surprenant de la part de cette malheureuse Caroline Fourest. Et les autorités juives de France, comme d'ailleurs, ne sont pas gênées de ces positions anormales sur le plan sexuel, puisque tout est fait par une certaine intelligence juive de pourrir la société chrétienne par la pornographie, l'inversion des mœurs, etc. Donc ils sont compatibles. C'est ça qui est intéressant dans cette... je suis content qu'on m'ait envoyé cette question, parce que ça cerne le problème. Une fois de plus. Que pensez-vous de la polémique autour d'Éric Zemmour, qui voudrait que l'on donne un prénom français à tous les nouveau-nés issus de l'immigration? C'est un chino. Parce qu'à chaque fois qu'il sort un bouquin, il lance un truc qui va faire parler de lui et qui va faire vendre son bouquin. Alors, donc d'après lui, les musulmans devraient faire comme les bons juifs, prendre des prénoms chrétiens. Bon, admettons. Petite question. J'espère que je ne vais pas oublier dans la litanie que j'ai concoctée quand j'ai vu arriver cette question. Est-ce que le fait de s'appeler Alain, de s'appeler... Je dois avoir ça, non, je vais pas louper ma démonstration quand même. Le fait de s'appeler Alain, de s'appeler Jacques, de s'appeler Nicolas, de s'appeler Dominique, de s'appeler Simone, de s'appeler Emmanuel, de s'appeler Éric, a enlevé leur nocivité envers la France des Minck, Attali, Sarkozy, Strauss-Kahn, Veil, Macron, Zemmour. Certainement pas. Bah, le nom de famille reste là. À la rigueur, la problématique serait plutôt faut-il franciser les noms qui trompent le français de base sur justement l'origine. Bien d'accord avec vous, mais oui, et non seulement le prénom, j'ai seulement, mais commencer par le nom. Le nom, parce que le nom se transmet et le nom est indicateur de l'origine. Mais bien entendu, de la mais bien personne. entendu. Donc à la rigueur... Entièrement d'accord. Non, mais vous voyez la duplicité de ce Zemmour. Ah, nous les bons juifs, on prend des noms chrétiens pour mieux vous tromper. C'est ça, pour Hein, briller. alors que les méchants musulmans, ils gardent leur vilain nom. Hein. Je sais pas s'il l'a dit dans ce sens-là, mais en tout cas... Oh. C'est le double langage. C'est le double langage, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est toujours l'obsession de dresser le monde catholique contre les musulmans. Alors je sais bien qu'on a tous ras-le-bol de cette immigration. Mais d'accord, mais qui a fait venir cette immigration? Déjà du temps de Chirac et Giscard, prolongé, accéléré par Sarkozy. Tiens, il sort d'où Sarkozy? Il n'y a pas un petit rabbin de Salonique, son grand-père, là derrière, et poursuivi par Macron, lui aussi, il n'est pas de la même origine, etc. C'est eux qui nous imposent cette immigration. Hein. Alors qu'ils la bouclent. Et il faut qu'on règle le problème de l'immigration. D'ailleurs, ce sera l'objet de ma conférence de cet après-midi. D'ailleurs, suite à cette polémique des prénoms, excuse-moi, Et je me permets de dernière chose, c'est qu'il prônait, bien entendu, parce que c'était ça le but, la chute qu'il entendait imposer, il prône l'alliance entre la France et Israël. Oui, comme quoi Israël serait un modèle pour la France. Mais bien entendu, c'est un modèle, oui, bien sûr. Demandez aux Palestiniens le modèle. Alors, toujours sur Éric Zemmour, là justement, il a fait une dédicace de son dernier livre qu'il appelle à la Nouvelle Librairie, dédicace mise en valeur par les médias. Vous aviez dénoncé comme étant une autre facette de la nouvelle droite païenne.
Je reviens sur Éric Zemmour et sur Cette librairie. cette librairie, la nouvelle librairie. Dans laquelle Alors, vous c'est pouvez une affaire très apparaître. complexe, cette histoire-là. C'est une affaire très complexe, et j'en ai parlé dernièrement avec Éric, qui, en tant que responsable d'une librairie, je ne la citerai pas, connaît bien ce milieu-là. Alors, cette nouvelle librairie semble avoir été lancée à l'initiative d'un individu dont on ne connaît pas le nom, qui a porté des capitaux. Il était question de réunir la librairie Facta, qui était celle d'Emmanuel Ratier, avec l'activité de libraire de contre-culture, donc Alain Soral, dans une nouvelle entité pour regrouper, disons, ces activités. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'apparemment, ça a été une OPA sur la librairie Facta et Soral, qui apparemment ont été vus dans l'histoire. Mais il y a encore un deuxième élément derrière, que ce sera d'ailleurs l'objet d'un article dans le prochain numéro de La Politique à ce sujet-là, parce que ça démontre la tactique que je dénonce déjà depuis des années, qui est faite dans nos milieux par un certain nombre d'intermédiaires politiques et financiers, selon la formule que j'ai créée, infiltration, neutralisation, déviation. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit l'action de Macron, pourrissement, pourriture. Donc cette affaire de la... Alors, chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que le nouveau directeur, je crois que c'est François Boucher, non? Non, comme il s'appelait, enfin, bref, peu importe. Vient de la Nouvelle Droite, bien entendu, et qu'il a déclaré tout de go qu'il ne vendrait bien entendu pas les livres ni de Forisson, ni de Soral. Bon. Ça classe déjà la librairie. Et alors, je crois que le mois dernier, on m'avait posé la question si mes livres seraient en vente là-bas. Et je vous avais répondu, vous voulez rire. Je ne sais plus, c'était vous, Blandine, ou l'un des autres intervenants qui était là. Je l'avais parlé déjà, oui. Mais voilà. Donc, voilà comment. Par oui. contre, ils mettent en avant les livres Et de alors, Ring. Justement, Les et éditions. je vous remercie de me le rappeler, c'est vous-même d'ailleurs qui m'avez attiré l'attention là-dessus, ils vendent le livre de Christian Boucher sur le sataniste franc-maçon homosexuel Aleister Crowley. Et par la même occasion, j'ai appris dernièrement que Christian Boucher est très 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 ami avec Alain Soral. Alors Alain Soral, l'estime qu'on pouvait avoir pour une certaine forme d'action qu'il avait encore est en train de s'estomper très 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 vite. Et c'est François Bousquet. François Bousquet, je sais bien qu'il y avait un truc en haut à la fin, François Bousquet. Soutenu par la revue Éléments. Alors Élément, c'est Alain de Benoît, Nouvelle Droite. Alors là, il faudrait reconsulter mon livre Enquête sur la Nouvelle Droite et voir les passages croustillants que j'ai cités de la revue Éléments d'Alain de Benoît contre la chrétienté, le Christ, etc. C'est hallucinant. C'est la droite sioniste en fait. Tout ça. C'est de la droite sioniste c'est pour ça aussi. qu'il y a C'est Zemmour, aussi. Mais évidemment, tout ça se recoupe. Pourquoi croyez-vous que je suis diabolisé depuis que j'ai sorti mon bouquin sur l'enquête sur la Nouvelle Droite? C'est que dès le départ, c'était mon deuxième livre après le nationalisme français, la première mouture, j'avais mis le doigt sur le cancer qui ronge nos milieux. Cette alliance avec le sionisme. Alors, avez-vous appris que l'Union des étudiants juifs de France a exigé la censure d'Internet Ouais. et a réussi à se faire obéir par les géants Google et Apple qui retirent donc une application d'information alternative? Comment se fait-il qu'ils aient un tel poids? Ils ont le poids par la finance qui leur permet de tenir les hommes politiques en Europe, aux États-Unis et à peu près partout. Mais enfin, l'Union des étudiants juifs de Mais oui, France. mais oui, mais l'Union des étudiants juifs, une courroie de transmission, c'est tout. C'est tout. Il suffit que le Christ, monsieur, machin, comme il s'appelle, Francis... Khalifa. euh, Khalifa.
C'est pas Khalifa, non, c'est... Enfin, bref. Disent, ah, c'est pas bien ça, et hop, on évacue. C'est la dictature juive. Rappelez-vous cette formule de Annick Rigel, qui elle-même était juive, mais honnête, qui dénonçait la police juive de la pensée. C'était dans le Figaro, je ne me rappelle plus à quelle date, mais ça, il faut reciter ça. Il y a des juifs honnêtes qui reconnaissent que la plupart de leurs grands dirigeants abusent de la liberté qu'on leur laisse. Il faudra que ça cesse un jour. Alors, dans le cadre du plan investissement compétences, le ministère du Travail va sortir 15 millions d'euros pour aider les réfugiés à trouver un emploi, alors qu'il existe en France plus de 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, des retraités qui souffrent, des étudiants en situation précaire, des hôpitaux qui manquent de moyens, bref, la litanie est longue. Voilà, un avis justement sur cette déséquilibre. Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est la préférence étrangère. Préférence étrangère. C'est tout. Je suis d'accord avec vous. Le mondialisme a besoin de faire venir le maximum d'immigrés, sauf de l'Est, parce qu'ils sont blancs, chrétiens en général, ou tout au moins orthodoxes. Il leur faut cette masse de population qui ne correspond pas à notre ethnie pour submerger notre ethnie sur le plan national et sur le plan religieux. Alors, je répète encore, ça va être l'objet de ma conférence de cet après-midi. Il n'est pas question de mettre à la porte tous les immigrés, parce qu'il y en a qui sont sincèrement désireux de s'assimiler, et j'en connais. Mais cette immigration de masse, il faut arrêter ça. Et une fois de plus, je répéterai, ce n'est pas ces malheureux qui viennent parce que la décolonisation gaulliste a tellement appauvri leur pays qu'ils sont obligés de venir chez nous, l'affreux colonisateur, pour survivre. C'est pas à eux que j'en veux, c'est à ceux qui les font venir, qui cherchent à nous les imposer. Ben, ça, c'est le véritable nœud, le point central du complot mondialiste. Et du coup, pour continuer sur la nouvelle droite ou les valeurs de droite et l'immigration, que pensez-vous d'Yves de Kerdrel et de son message sur Twitter appelant à accueillir l'Aquarius ? Ben, c'est toujours la même chose, ça encore, ça fait partie de ces pseudo-opposants de droite. Il était journaliste aux Valeurs Actuelles. Il était directeur, je crois je ne sais pas pour quelle raison, il n'est plus directeur de Valeurs Actuelles, mais surtout, il est réputé être très grand ami avec Macron. Étonnant. Ceci expliquant cela. Donc, c'est la complicité des mondialistes. Faire venir les émigrés, et encore, et encore, et encore plus. Et tout ça avec la petite larme bien catholique sur le bord des paupières, hein, oui. Oui. Si on veut régler... Moi, il y a une chose qui m'étonne toujours dans cette histoire, c'est que on nous parle des malheurs de ces pauvres qui fuient la misère ou la torture dans leur pays, mais grâce à qui ? Sinon à De Gaulle et la décolonisation. Hein ? Oui, ou Sarkozy avec la Libye de Kadhafi. Évidemment, et la Libye avec Sarkozy, c'est évident. Ils voudraient bien recommencer avec l'Algérie aujourd'hui. Rappelez-vous les mots de Bernard-Henri Lévy qui veut déstabiliser l'Algérie aussi. Ces gens sont des destructeurs. Donc la réponse la plus simple, contre des destructeurs, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut les détruire. Et je parle des responsables, je ne parle pas de l'immigration. L'immigration cessera du jour au lendemain où ceux qui nous imposent cette immigration auront disparu. Vous aurez sans doute vu les scandaleuses images de celui qui nous sert de président de la République dans les bras de deux jeunes noirs lors de son voyage à Saint-Martin dans les Antilles. Tourné vers la caméra, l'un d'entre eux fait un doigt d'honneur et l'autre le signe des cornes du diable avec un macro dans les bras. C'est-à-dire ça. Oui. C'est-à-dire ça. Ouais, c'est ça. Avec Macron dans leurs bras, aux anges, si l'on peut dire. En outre, l'un d'eux est un braqueur multirécidiviste. Et lié apparemment, d'après les informations que j'ai reçues, avec un cousin
qui est le caïd du trafic de cocaïne avec la Guyane. Voilà, dans les bras de qui était M. Emmanuel Macron, président de la République dite française. Bon, alors, cette image est absolument démonstrative de ce qu'est aujourd'hui la République dite française. J'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai déjà évoqué. Alors, il y a une chose qui est curieuse dans les commentaires, je l'ai encore vu ce matin aux informations, ou c'était hier soir, non c'était hier soir, c'est que tous les commentateurs ne parlent que du doigt d'honneur. Oui, c'est vrai. Aucun ne fait allusion aux signes sataniques comme ça, que déjà j'avais signalé dans ma plaquette sur Sarkozy. Sarkozy faisait, comme des présidents des États-Unis, parce que ce sont tous des satanistes. Et il y a eu un commentaire très intéressant de l'un des deux noirs qui entourait affectueusement notre cher président Macron, qui dit « Ah, mais ce n'était pas tourné contre le président de la République ». Mais ça, je l'avais compris tout de suite. J'avais fait un commentaire quand j'avais vu l'image quasiment dans la minute où ça avait été publié. J'avais fait le commentaire suivant sur Facebook. Ce n'est pas tourné contre Macron, c'est tourné contre les Français qui vont voir ces images. Donc c'est nous, auquel il fait le doigt d'honneur et qu'il envoie les cornes du diable. Avec la bénédiction, la complaisance de notre président de la République dite française. La nausée. Il était tout content, Macron, d'ailleurs. Alors, c'est invraisemblable. Envieux. Il a des yeux. Ça gueule, Béat. Non, excité. Oui, il y a l'excitation. Non. Mais rappelez-vous les images. Exactement, il y a un truc. Rappelez-vous les images sur le parvis de l'Élysée. Avec cette bande de noirs homosexuels officiellement. C'est la même série, je trouve. Si les Français n'ont pas encore compris ce qu'il était, hein, plus l'affaire Benalla, ou Ben Alia, son vrai nom, voilà, qui nous gouverne. Alors, en parlant de gouvernement, que pensez-vous de la démission de Gérard Collomb, que Macron a immédiatement refusée ? Ne pensez-vous pas que Macron est lâché par ceux qui l'ont mis au pouvoir ? C'est ce qui semble émerger de tous ces commentaires, de toutes ces démissions. C'est curieux. C'est curieux et je ne comprends pas pourquoi ces gens-là se détournent maintenant de Macron. Je n'ai pas d'explication. Je l'ai déjà dit, je crois, le mois dernier, lors de notre dernier entretien. Je n'ai pas d'explication. Je ne peux que constater. Alors, la ligne politique de Macron, je ne vois pas en quoi ça pourrait les déranger. Déranger quelqu'un comme Collomb, qui est tout de même au Grand Orient de France, faut pas l'oublier. Je vois pas pourquoi ça dérangerait aussi notre comment il s'appelait celui qui était sélectionné en premier machin. Hulot. Nicolas Hulot, qui a été accueilli en grande pompe dans une des loges. Je vois pas pourquoi brusquement on tombe dessus sur ce malheureux Macron. Ou alors, il y a une autre hypothèse, ça me semble relativement léger, mais je ne vois pas autre chose. Est-ce que tous ces gens en ont eu marre de se faire traiter par-dessus la jambe par un petit coquelet comme Macron ? Arrogant, tapotant la joue comme ça, gentiment. Je sais pas, mais il aime le contact. Incroyable. Il y a un problème personnel, ça c'est sûr. Il y a un problème personnel là. Alors, est-ce que des gens comme Collomb, qui est tout de même quelqu'un qui... La bouteille, c'est un vieux routier de la politique, se faire traiter par-dessus la jambe à longueur de journée par le coquelet élyséen, peut-être qu'à la longue, on en a marre. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Si on veut m'en apporter une, je suis tout ouvert aux suggestions. Ou est-ce qu'il quitte le bateau avant... Alors, ça pourrait être ça aussi, mais ils aident à couler le bateau. Oui. Parce que Collomb ne veut pas revenir à Lyon sous l'étiquette La République En Marche. Je suis pas sûr de ça, parce qu'apparemment, il serait, on laisse entendre qu'il serait sous l'étiquette La République En Marche. Ça m'étonnerait. On verra.
Est-ce que vous voulez revenir sur la sextape faite par les joueurs Benzema et Cissé? Oui, bon, c'est Je sais pas. une question qu'on nous a envoyée. Ça a un intérêt relatif, sauf dans la mesure où il faut savoir que dans les commentaires sportifs, tous ces journaleux footeux sont pour, bien entendu, des gens comme Benzema, Cissé et compagnie. Donc, ils veulent que ce soit ça qui représente la France. Et en fait, Benzema était en balance avec le joueur de football qui a rendu de fameux services à l'équipe de France de football, qui l'a amené à gagner la Coupe du Monde de football. Le grand Malabar, comment il s'appelle déjà? Pavard? Non, c'est pas Pavard, non. Comment il s'appelle déjà? Enfin bref. Beau gars, bien bâti, en plus de ça qui a annoncé qu'il n'allait pas pouvoir faire quelque chose parce qu'il avait le baptême de son fils. Réjou Et il a... Hein? Réjou Non. Griezmann? Non. Non. Quelle couleur? Non, il est Ray grand barbu. Oui, ça, Réjou, là. Oui. Réjou, là. C'est le seul blanc qu'on met, de toute façon. Alors. Ah, mais c'est pas incroyable tous les trois. Vous êtes face à deux femmes. Oui, Non, mais le foot, il s'appelle c'est le seul en effet. C'est pas Laurent? Non. Équipe de foot. Bon, il est catholique visiblement. Non, attends, Ah oui, on tout à va fait. se la refaire, parce que là. Et il balance tranquillement à la télévision, oui, j'ai autre chose à faire, je baptise mon fils, et pan, Ouais. ça fait plaisir quand même. Il s'appelle ça ressemble à Réunion, mais c'est pas ça. Giroud. Giroud. Voilà. Oh là là, Il faut qu'on s'y mette, le malheureux, je sais pas s'il va nous écouter. Non, faudra couper là. Giroud, en tout cas, franchement, je vais dire mon chapeau. Olivier Giroud. Olivier Giroud, voilà. Voilà. Qui a été d'une modestie, je trouve, qui s'est dévoué pour son équipe. Non, on coupe pas, non, c'est marrant. Ah non, là on a été trop nuls. Non. Ah non, je veux pas. Non, mais c'est naturel. C'est trop honte. C'est naturel, non, je suis pas d'accord. On laisse. Ah non, pas d'accord. J'ai trop honte. Non. C'est le moment récréation. Ah non, mais là c'est pas. Donc, question suivante. Je sais même plus où est-ce qu'on en est. Les éditions Ring. Ah oui. Alors, il y a les éditeurs alors, dans les éditions Ring. Alors, les éditeurs ont expliqué, embarrassés, qu'ils écartaient provisoirement le dessinateur Marceau de leur écurie, sous prétexte des violences gauchistes dont ils sont victimes. Alors, ne serait-ce pas parce qu'ils éditent les puissants auteurs Zineb El Razaoui et Pierre-André Taguieff. Alors, le premier, je ne le connais pas. Je suis navré pour lui. Razaoui. Mais par contre, le deuxième, je le connais très bien, trop bien. Taguieff est une de ces courroies de transmission de la négation du complot. Et il se répand partout, y compris dans les revues catholiques. Puisque je crois que c'est la première fois où je l'ai vu en action, c'était dans la revue La Nef. Et voilà comment ces gens-là s'infiltrent dans les milieux catholiques pour dire « Mais non, il n'y a pas de complot, laissez-vous faire ». Donc voilà, bon, petit commentaire sur cette affaire-là. Mais c'est démonstratif, ça fait une douche de plus dans le tableau. Eh bien, passons aux questions à l'international. Plusieurs questions vous ont été adressées à propos de la création du The Movement, créé à Bruxelles par le juif sioniste belge Michael Marc-Éric Modrikamen. Et l'on ne peut que constater une fois de plus à quel point votre réponse, lors de notre entretien de septembre dernier, avait touché juste. Pouvez-vous revenir sur cette affaire ? Bon, alors, c'est une affaire effectivement très curieuse et... Je suis navré. Une fois de plus, j'avais raison. Fatigant quand même. Bon, alors, Steve Bannon, c'est qui ? Ancien collaborateur de Donald Trump, qui aurait été écarté par Donald Trump. Mais à la réflexion, quand je vois le déroulement des événements, je me demande si en fait Steve Bannon n'a pas été détaché par Donald Trump et ceux qui sont derrière, c'est-à-dire le clan sioniste aux États-Unis,
pour venir faire un travail de récupération de tous les mouvements souverainistes en Europe, déjà, pour beaucoup, sionistes. Vous prenez la Hollande, vous prenez beaucoup de mouvements en France, vous prenez, y compris en Autriche, avec le nouveau chancelier, vous prenez la plupart des mouvements dont on parle, qui se disent souverainistes, ont cette touche sioniste. Et donc, ce Steve Bannon s'amène en Europe en disant, ben voilà, je viens pour vous renforcer, vous qui êtes souverainistes, vive le patriotisme et patati patata. Bon, d'accord. Le problème, et j'ai le texte des statuts de ce nouveau mouvement, de movement, donc en anglais, le mouvement français, qui a été créé à Bruxelles par le juif sioniste belge Medri Kamen. Dans l'article 3, Objectifs et activités, ils disent ceci. La Fondation vise à promouvoir le respect de l'état de droit, la libre entreprise, la souveraineté des nations, l'effectivité des frontières nationales, la consultation populaire, la lutte contre l'islam radical, une approche scientifique et non dogmatique des phénomènes climatiques, et la défense d'Israël en tant qu'État souverain sur sa terre historique. État souverain sur sa terre historique? Ah bon? Et les Palestiniens? Donc voilà ce qu'il y a caché derrière tout ça. C'est la récupération. Alors, il y a une double récupération en même temps. Il y a non seulement cette récupération politique pour le compte d'Israël, mais il y a aussi une récupération économique parce que les États-Unis de Trump ont très peur qu'à la suite de sa dénonciation du traité sur le nucléaire iranien, vous savez, ou vous ne savez pas, que la France, et notamment Peugeot, était très 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 ancrée en Iran au point de vue commerce, vente de voitures, en tout cas pour Peugeot, Renault, Total YT et de nombreuses autres firmes françaises, qui se retrouvent maintenant le couteau sur la gorge de la part de Trump. Vous continuez à commercer avec l'Iran, on vous détruit avec des amendes. Mais je me demande comment les États-Unis peuvent coller des amendes à des entreprises étrangères pour les États-Unis. Mais de quel droit? Non, en les empêchant juste de faire du commerce aux États-Unis. Mais on s'en fout! Mais on s'en fout! Qu'est-ce que le Peugeot vend comme voiture aux États-Unis par rapport à l'Iran? Il faut faire un ratio. Mais justement, je ne sais pas. Non, mais en fait, c'est qu'au travers des entreprises françaises, c'est l'État français qui est visé. Et c'est là que l'on retrouve ce lien, ce ficelage économico-politique de la France par rapport aux États-Unis. Donc voilà, donc dans cette opération, et alors il y a une chose très curieuse aussi, c'est que, je ne sais pas si vous allez en parler, c'est que j'ai ouï dire que Marion Maréchal Rouque a refusé que Bannon soit présent à l'inauguration de son université. Alors que l'on sait qu'elle est sioniste, et sioniste comme son père qui était agent du Mossad l'était. C'est curieux, là encore, je n'ai pas d'explication, je constate, ou alors simplement, bon, elle est très imbue de l'œuvre qu'elle est en train de construire, et qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre prenne sa place, ou je sais pas, on verra bien. Affaire à suivre. Donc je peux attendez, je vais tout de même voir s'il n'y a pas autre chose là-dessus, parce que c'est tout de même cette histoire-là de Bannon et son Modrikanen est tout de même très très importante, parce que ça va avoir des développements. Non, je crois que tout ce qu'il y avait à dire est dit. Donald Trump déclare à l'ONU « Nous rejetons l'idéologie du mondialisme et nous épousons la doctrine du patriotisme. Cela ne vous fait-il pas changer d'avis sur lui ?» Je crois que je viens d'y répondre déjà. Il se fiche du monde, ce petit Trump. Il se fiche du monde.
Et il dit patriotisme. Bon, à la limite, Pour lui, pour côté les États-Unis. pour lui, à la limite. Mais je regrette beaucoup, fondamentalement, c'est pas un patriotisme américain, c'est un patriotisme sioniste. Quel est son grand conseiller, sinon son beau-fils Kouchner. Comment Ouais, Kouchner. Kouchner, oui, Kouchner, comme le nôtre. Ouais. Mêmes origines. Ouais. Mêmes origines, qui est le grand maître d'œuvre de la politique américaine vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de la Palestine. Les Palestiniens n'ayant pas admis le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, décision de trêve, on coupe les crédits aux malheureux Palestiniens. Voilà. Donc, patriotisme américain, non, c'est du patriotisme israélien. Donc, il trompe, c'est le cas de le dire. Il trompe. Oui, voilà ça. Toujours dans cette région du monde. Alors, que s'est-il réellement passé lors de la destruction de l'Ilyushin russe, attribuée aux Syriens trompés par un leurre israélien caché derrière l'avion russe? Alors, une nouvelle explication apparaît, qu'en pensez-vous? Ouais, très curieux comme explication. J'avoue que je me suis plongé là-dedans pour essayer d'y voir clair. Alors, première explication donnée. Apparemment, techniquement, ce ne serait pas faisable, mais bon, l'explication donnée était que 4 chasseurs israéliens se seraient cachés derrière le signal radar de l'Ilyushin russe, qui est un avion de surveillance, c'est un avion quadrillé turbopropulseur, donc ça va pas très vite, un avion imposant, qui surveillait les activités dans les airs. Et que les Syriens, trompés par le signal radar de l'Ilyushin, qui devaient répercuter les avions israéliens, accrus donc tirer sur les avions israéliens. Un missile, un SAM 200, je crois, qui n'est même pas la nouvelle génération des SAM. Et l'avion russe dégringole. 15 morts, 15 Russes morts. 24, je crois. Et puis il y a une autre explication qui vient de sortir dernièrement de la part d'un certain nombre de techniciens en radar, etc., disant que la thèse de la trace radar de l'Ilyushin n'était pas suffisante pour expliquer qu'en fait c'était les Anglais et les Français qui avaient descendu l'avion. Ah bon? Ah bon? Et pourquoi Poutine n'a-t-il pas réagi en disant « À vous les Français et les Anglais, ça va être votre fête » Non, Pourquoi? Il attend confirmation peut-être? Parce qu'ils sont membres de l'OTAN. Et si Poutine rentrait dans ce jeu de dire « Oh là là, c'est vous qui avez fait le coup, gare à vous », alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé Israël, parce que finalement, ça revient au même. Ouais, Ça revient au même. Et moyennant quoi, sans avoir à nommer nommément la Grande-Bretagne et la France, il retourne l'affaire contre Israël, qui est le donneur d'ordre dans l'affaire. Et il verrouille tout. Donc, à nouveau, comme en Géorgie, comme dans d'autres affaires, il se laisse mettre en état de victime pour pouvoir réagir et coincer l'adversaire. C'est du judo. Encore une fois, pour moi, c'est du judo et de l'échec, du jeu d'échecs aussi. Donc maintenant, le ciel, parce que non seulement la Russie a envoyé des S-300 qui sont beaucoup plus perfectionnés pour les Syriens, mais il a envoyé aussi tout un nouveau système de surveillance électronique du ciel syrien. Donc en principe, plus rien ne devrait pouvoir passer. Et Netanyahou, qui est un hystérique comme la plupart des Juifs, d'ailleurs en général, c'est pour ça que périodiquement à travers l'histoire ils ont des problèmes, a dit que jamais les S-300 n'arriveraient en Syrie, il n'empêche qu'ils y sont. Et pour l'instant, on n'entend plus parler de rien. Alors on va voir, qu'est-ce qu'il va essayer à nouveau pour essayer de tromper. Il cherche le conflit mondial, c'est évident. Il cherche le conflit mondial. Et
justement, c'est ce que Poutine évite de façon très fine, en ne tombant pas le piège, en désignant la France et la Grande-Bretagne comme responsables de l'agression contre l'Ilyushin russe. Remarquable. Qu'on en prenne des leçons. Monsieur Pierre Hillard. Israël cherche à fragmenter la région en pièces communautaires et confessionnelles, des simulacres d'État pour assembler un puzzle sectaire. C'est ce qu'a déclaré le président libanais. Que pensez-vous de cette analyse ? Tout à fait exact, mais ça n'a rien de nouveau, ça. C'est déjà ce que je dénonçais au travers des déclarations du néoconservateur juif américain Michael Lydin, dans lequel il disait le problème n'est pas savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. Rappelez-vous, ça je l'ai cité, recité, et je le citerai encore. C'est dans mon livre Le complot mondialiste. Donc c'est la tactique israélienne et américaine, et puis des alliés des Américains et d'Israël, c'est fragmenter ces pays-là pour qu'ils ne représentent pas un danger pour l'expansion israélienne. C'est aussi simple que cela. En parlant toujours de l'emprise israélienne, que pensez-vous de la photo où on voit Salvini qui tient un drapeau israélien ? Alors ça m'a été communiqué par plusieurs personnes, à commencer par vous, Diane, et je vous en remercie. Effectivement, ça interpelle. Mais, je pense que c'est une photo assez ancienne, parce que ça ne colle pas avec la démarche actuelle de Salvini. Oui, c'est pour ça. Quand on voit, et d'ailleurs, il faut voir comment le monde juif italien est tombé sur Salvini après ses premières déclarations, notamment interdisant l'entrée de francs-maçons au Parlement italien, et tout le reste qui a suivi par la suite et qui continue à suivre, je pense que c'est une photo ancienne, et ça correspond justement à cet aspect sioniste de beaucoup de partis souverainistes en Europe. Je pense que Salvini a franchi une étape depuis lors. On verra la suite. Le CRIF se réjouit car, en Lituanie, le pape François a mis en garde contre l'antisémitisme. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ce malheureux François n'en rate pas eu, et qu'au lieu de répéter bêtement ce que les Juifs lui disent de dire, on ferait bien tout de même de se poser la question pourquoi, à travers les âges, les peuples se révoltent contre les Juifs. Tout est là. Et rappelez-vous ce que je cite encore très régulièrement, la déclaration de Bernard Lazare. Il disait à peu près ceci: si de tout temps, sous des régimes différents, des religions différentes, etc., le peuple juif a des problèmes, c'est que les causes premières de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même. Point. Alors j'ai une autre question. Dans un article paru sur le site anglais Of Guardian, qui a été retiré depuis, le capitaine Paul Barry, l'ancien de nos services secrets, accuse, nous savons qui a tué Alexander Zakharchenko, le président de la RPD à Donetsk. Alors il accuse la CIA et les bérets verts qui ont les pièges les plus perfectionnés du monde, celui du restaurant Separ, et ce qui est un travail typiquement signé britannique ou une signature américaine. Cela a été fait par le 3e régiment d'opérations spéciales du renseignement de défense de l'Ukraine, formé par des instructeurs américains, au centre de formation de Khmelnytsky, l'une de leurs bases en Ukraine. D'après vous ? Oui, il a tout à fait raison, à mon avis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les Ukrainiens ne savent pas comment neutraliser cette révolte populaire russophone et russophile de l'Est de l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, tout de même, a été un des berceaux de la Russie, quand même. Et qu'il n'y avait pas eu cette révolution de Maïdan, révolution américano-israélienne, il faut le savoir, l'Ukraine ferait partie de la Fédération de Russie. Donc les Occidentaux sont furieux, évidemment, qu'il y ait cette réaction, parce qu'en fait, c'est une scission qui s'est produite.
l'Est de l'Ukraine est devenu russe. D'ailleurs, il y a l'octroi de passeports russes est facilité de plus en plus, donc tôt ou tard on va vers un ralliement. Je ne sais pas pourquoi Poutine n'a pas voulu aller plus loin et plus vite, je ne sais pas. Il a certainement sa petite idée telle que je le connais derrière la tête. Là encore, je suppose, parce qu'il ne veut pas de créer d'incidents majeurs qui pourraient pousser justement au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Donc il laisse pourrir la situation. Non, peut-être attendre un peu comme la Crimée avec un vote autodécidé. Oui, non, mais il sait attendre. Ce que je constate toujours avec Poutine, il reçoit un coup, il ne rejette pas tout de suite, il étudie, calcule, suppute, envisage toutes les possibilités et il attend. Et alors, beaucoup prennent ça pour de la faiblesse. Mais quand on voit le résultat des courses, c'est pas tout à fait de la faiblesse. En tout cas, il n'y a qu'à téléphoner à M. Netanyahou, lui demander ce qu'il pense de son ami Vladimir Poutine. Alors, que pensez-vous de la déclaration choc de Sergueï Lavrov qui, interrogé sur le sort des terroristes assiégés dans différentes poches de résistance en Syrie, a déclaré « Les terroristes doivent être jugés ou tués. Il est hors de question de les transférer où que ce soit. » Oui, alors cette histoire de transfert, c'est la grande idée des Américains pour essayer de sauver leurs bras armés, leurs alliés, leurs bras armés. Et Sergueï Lavrov, qui est un homme politique que je respecte énormément aussi, en fait, il a utilisé d'une façon plus correcte ce que Vladimir Poutine avait dit à propos des terroristes en Tchétchénie, qu'il a iré les chercher jusque dans les chiottes. C'est exactement ça que ça veut dire. Leur dire aux Américains, écoutez, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Hein. On va vous les trucider, vos bonshommes. Alors, je reviens sur l'ONU. Intervenant à la tribune de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le vice-premier ministre syrien Walid al-Moallem a appelé au retrait immédiat des forces d'occupation états-uniennes, françaises et turques. Cette déclaration intervient après l'attaque conjointe britannico-franco-israélienne et la destruction d'un avion de surveillance russe dont on a parlé. Depuis, la Russie livre à forte cadence des matériels militaires de brouillage et de surveillance, ainsi que des batteries anti-aériennes S-300. Alors, que pensez-vous de ce bras de fer en cours ? Donc on est à l'ONU. Je crois que bon gré mal gré, justement, toutes ces troupes américaines, anglaises et françaises et turques, alors turcs, là, ils jouent un drôle de... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a peut-être un an déjà qu'on a parlé de ça. Et j'avais prédit que Erdogan ferait la pute entre les États-Unis et la Russie. C'est ça. Un coup, je me rapproche de la Russie, ce qui permet de faire monter les enchères du côté des États-Unis. Un coup, je me rapproche des États-Unis, ce qui permet de faire monter les enchères du côté des Russes. Bon. Dans ces conditions-là, il faudrait que le bonhomme dégage de la scène politique. Mais il a failli dégager, les Américains voulaient le oui, mais alors justement, ils ont fait une boulette monumentale. Erdogan doit son poste à Poutine. Tout à fait. Non, mais je crois qu'il n'est pas tout à fait bien dans sa tête tout de même. Il faudra qu'il choisisse un jour, ou alors il disparaîtra. Très bien, merci Monsieur Poncardassac, nous avons terminé. On a terminé. Voilà, très bien, écoutez, merci à vous. Ça a été précis, concis, je crois, à part notre séance de franche rigolade au sujet d'Olivier Giroud. Et là, franchement, je lui tire mon chapeau parce que c'est un bon joueur qui n'est pas personnel et qui s'est dévoué pour son équipe. Ça, vraiment, c'est l'équipe de France que l'on aime. J'ai dit. Merci. Merci à vous.